On apprend que de nouvelles explosions ont été entendues dans la capitale iranienne Téhéran. Tsahal qui le dit, on va voir cette déclaration d'un responsable de l'armée israélienne avoir visé 80 objectifs pendant la nuit. Voilà ce que dit l'armée israélienne. La frappe a visé plus de 80 objectifs, dont le siège du ministère iranien de la Défense, le siège du projet nucléaire, SNDP, et d'autres cibles où le régime iranien a caché les archives nucléaires. Michel Dzerzhansky, on voit que la stratégie là aujourd'hui de Tsahal, du gouvernement israélien, du Premier ministre Benyamin Netanyahou, qui je crois, là encore, David, je parle sous votre contrôle, qui était en déplacement. Il s'est rendu à Beth Yam, je crois, ce matin. On n'avait pas vu Benyamin Netanyahou publiquement depuis les premières attaques et israéliennes et la riposte iranienne. Et on l'a vu sur le lieu de la destruction du missile à Beth Yam il y a quelques heures. Ouais, effectivement. L'objectif, là, c'est très clairement d'atteindre ces sites et peut-être, on en parlait aussi, d'atteindre le régime des Mollahs. Je pense que prioritairement pour les Israéliens, c'est la meilleure des batailles. C'est-à-dire que c'est faire en sorte de détruire tout ce qui peut être vectoriel et porteur d'une masse nucléaire. C'est de détruire tout ce qui peut être fusible, fisible plutôt, pour tout ce qui est nucléaire et donc l'enrichissement nucléaire. Ça va être aussi, d'un point de vue technologique, faire en sorte, et c'est pour ça qu'ils ont neutralisé, tué les ingénieurs nucléaires ayant une très forte connaissance, pour faire en sorte que la compétence en tant que telle de fabrication de bombes nucléaires ne puisse pas se conserver au-delà de ces personnes. Alors je pense que là c'est un peu illusoire, parce qu'aujourd'hui le savoir-faire en Iran, très certainement il y a une culture de l'écrit, et qu'au-delà de ces personnes il y a... Mais bon, ça impacte d'un point de vue stratégique, parce que in fine, quand on fait ce type d'engin, il faut que cette partie nucléaire, c'est pratiquement de la nanométrie avec, je dirais, l'agencement entre le nucléaire, le noyau, etc. Et cet équilibre demande une technicité extrême. Et le fait d'atteindre justement ces ingénieurs, c'est faire en sorte qu'elles disparaissent, cette compétence et cette connaissance qui est détenue par quelques-uns. Je crois que c'est là l'essentiel. D'où ces scientifiques visés. D'où ces scientifiques visés. 9 au total. D'où le fait qu'ils aient bombardé tout ce qui était vectoriel en Iran. Le fait d'anéantir ou de vouloir anéantir Natanz, Fordo, etc., c'est faire en sorte qu'il y ait un recul, voire un anéantissement possible de toute cette technologie. Maintenant, je pense que les Israéliens sont conscients qu'aujourd'hui, le coût à payer est très cher. Il faut rappeler que les missiles balistiques qui arrivent aujourd'hui sur Israël, il y a des missiles téléguidés aujourd'hui, qui sont El-Qassem, qui arrivent juste à une cible, qui vont passer tout ce qui est Fordoz, front de David, donc tout ce qui est le système antimissile israélien, et qui, moi, me fait plus penser, excusez-moi de cette comparaison, à la Russie en train de bombarder l'Ukraine que les Israéliens sur Gaza. Parce que je trouve que cette relation de causalité, c'est reprendre aujourd'hui ce que dit aujourd'hui l'Iran, parce qu'il faut une justification, et que la justification, c'est de dire, nous, Iran, nous défendons la cause palestinienne, nous sommes contre le Satan israélien qui est en train de génocider les Palestiniens, et ce sera notre réponse. Mais en réalité, quand on regarde dans l'art de la guerre ce qui se passe aujourd'hui, c'est un conflit à 1200 km, c'est un nouvel art de la guerre, ce sont de nouvelles armes, c'est du balistique, c'est du génie militaire, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe à Gaza, où on a des troupes au sol. Là, il n'y aura pas de troupes au sol. Vraisemblablement pas, non, en effet. J'aimerais juste avec vous revenir sur les mots de Benyamin Netanyahou, plusieurs reprises. Encore une fois, hier soir, il a pris la parole en le disant « Nous allons frapper chaque cible liée au régime des ayatollahs, et ce qu'ils ont ressenti jusqu'à présent n'est rien comparé à ce qu'ils vont subir dans les jours à venir ». Très menaçant, Premier ministre israélien. Et ces archives, des images qui font date, on vous les montrait déjà hier, on est en 2012, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, septembre 2012 précisément, ces images vont arriver, d'un Benyamin Netanyahou, David Benaïm, qui à l'aide d'un dessin, déjà, voilà, et au feutre, traçait ce qu'était l'objectif de l'Iran, de Téhéran, dans sa volonté de détenir l'arme atomique. Que joue Benyamin Netanyahou aujourd'hui, la survie d'Israël ou sa propre survie politique? Parce qu'encore une fois, vous le vivez aussi et vous nous en témoignez, c'est une société très fracturée qui en veut aussi à Netanyahou.
Alors, d'abord, pour tous les Israéliens, quasiment à l'unanimité, c'est l'existence même de l'État d'Israël qui est en jeu et qui est en question. Tous ceux qui détestent Netanyahou, qui adulent Netanyahou, sont tous d'accord sur le fait qu'il a une mission dans sa vie d'homme politique. Ça a toujours été extrêmement clair et précis, c'est d'empêcher l'Iran d'obtenir cette bombe atomique. Tout le monde n'était pas d'accord au début parce qu'il pensait qu'il exagérait, sauf que le deal sur le nucléaire iranien de 2015 a prouvé le contraire, puisqu'il y avait une véritable menace, et les Russes, les Chinois, les Américains, le E3, les Britanniques, les Français, tout le monde était d'accord de ce point de vue-là, qu'il fallait absolument qu'il y ait un deal sur le nucléaire iranien, et tout change lorsque Donald Trump déchire ce deal et transforme la donne sur place. D'abord, rouvre les vannes, permet aux Chinois et aux Russes de refaire commerce avec l'Iran, qui permet aux Iraniens de retrouver une économie qu'ils n'avaient plus, et puis abandonner cette surveillance qui avait quand même été mise en place et qui permettait quelque part de contrôler ce qui se passait. Et donc, à l'intérieur même du pays, il n'y a pas d'opposition politique qui va à l'encontre de ce que Benyamin Netanyahou est en train de faire aujourd'hui. Sur ce sujet particulièrement. Évidemment. Et puis c'est une super démocratie dans le sens où toutes les minorités ont leur mot à dire quelque part à l'intérieur du pays. Il faut moins de 3% pour pouvoir accéder au pouvoir, avec une Knesset qui a besoin de faire une coalition qui n'est pas facile à tenir. Donc de ce point de vue-là, il est obligé de gérer avec des extrêmes droites et des religieux, etc. Donc c'est compliqué. Mais sur ce point-là, les opposants, Lapid, Bennett, Gantz, tous sont d'accord. Même certains disent que c'est trop tard, qu'il aurait fallu qu'il agisse beaucoup plus tôt. Tous sont d'accord que cette guerre contre l'Iran est nécessaire. Avec des propos d'Emmanuel Macron vendredi soir encore, disant qu'on était arrivé à un stade critique, que le monde ne pouvait pas vivre avec l'Iran possédant l'arme nucléaire. Débat politique intérieur aussi. J'aimerais qu'on entende un responsable de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui le dit. Nous n'étions pas à un stade critique. C'est un prétexte pour Netanyahou. J'aimerais qu'on l'entende et ça nous permettra de débattre de cette question ensuite. La réalité, c'est que le stade de la militarisation, qui est le stade le plus complexe pour passer du nucléaire civil au nucléaire militaire, c'est une opération qui prend des mois et des années et qui n'est pas engagée aujourd'hui, même la CIA le dit. Mais alors c'est quoi à vos yeux? C'est un fantasme entre guillemets ? Non, c'est un prétexte qu'a utilisé aujourd'hui le Premier ministre, Monsieur Netanyahou, pour d'abord faire diversion des actions totalement inacceptables et du génocide qu'il commet aujourd'hui à Gaza, et pour se maintenir au pouvoir, parce que tout le monde voit que, y compris sur la fuite en avant, et aujourd'hui contestée, y compris par la population israélienne. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, invité de nos confrères de BFM, Rina Bassis, que vous inspire ce type de propos d'un responsable de la France Insoumise? Prétexte. Bon, d'une certaine façon, il faut dire, en Israël aussi, il y a des voix qui disent que peut-être il y avait aussi, mais je précise le mot aussi, des motivations personnelles, politiques intérieures de M. Netanyahou. Mais c'est très important ce mot aussi. Pourquoi? Parce que vous avez mentionné tous ces chefs en fait, de l'opposition israélienne. Si on parle de Naftali Bennett, si on parle de Benny Gantz, si on parle de Yair Golan, tous des ex-généraux, Naftali Bennett n'était pas général, mais il était quand même, il a servi dans une unité d'élite. Donc c'est des gens qui connaissent tout cet environnement sécuritaire et ils sont tous d'accord que la menace iranienne, elle est là. Eux n'ont pas aménagé leur critique ces derniers mois. Quant à ce qui se passe à Gaza, c'est pas du tout des gens qui soutiennent M. Netanyahou, et surtout Benny Gantz et Yair Golan qui s'opposent complètement à la politique et à la guerre à Gaza. C'est un homme de gauche. Mais là, sur la menace iranienne, tout le monde s'arrange sur cette attaque contre l'Iran. Et même, on ne sait pas exactement à quelle étape l'Iran se trouve, mais après, si on regarde les tableaux de façon plus grande, est-ce que c'est vraiment important si l'Iran est à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans de la bombe nucléaire? Si on regarde ça de façon plus large, pour les Israéliens, ça sera pour nos enfants, pour nos petits-enfants, ça sera une menace. Et cette menace, si ça ne disparaît pas, ça risque l'existence de l'État d'Israël. C'est ça qui est en jeu, là. C'est ça qui est en jeu, Michel Fayad, avec aussi des Israéliens dans nos reportages, à qui on a tendu le micro, qui disaient « Moi, j'ai manifesté pour que cesse ce qu'il se passe à Gaza, pour que les otages reviennent, parce que ce que fait Tsahal dans Gaza, ça va trop loin. » Mais là, concernant l'Iran, il y avait une menace existante. Et je suis mon gouvernement et mon Premier ministre.
Comme si il y avait, oui, une population qui avait pris un nouveau virage. De ce point de vue-là, il y a une unité nationale. Une unité nationale qui est là, retrouvée finalement, après s'être tant fracturée. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, juste pour compléter ce qui a été dit, qui est parfaitement exact, il y a le fait qu'avant même que Netanyahou ait une place publique et qu'il commence à avoir qui soit entendu publiquement, il y avait son parrain politique qui était Moshe Arens, qui déjà depuis la révolution iranienne commençait déjà à dire que l'Iran est l'ennemi qui va se dresser et l'ennemi qui va essayer de déstabiliser, voire annihiler Israël. Et donc, rapidement, Netanyahou, qui était son adjoint et qui a gravi tous les échelons, donc à l'ambassade d'Israël aux États-Unis, au ministère de la Défense, etc., eh bien, il a grandi, entre guillemets, politiquement avec cette idée que l'Iran est le danger absolu pour Israël. Michel Darzansky. Je crois qu'avec M. Bompard, on a tout Sartre, on a la nausée et les mains sales. Tout simplement pourquoi ? Parce que si on reprend tout simplement la conférence du président de la République, Emmanuel Macron. Vendredi soir. Vendredi soir, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que nous, occidentaux, nous, le monde occidental, si demain on acceptait que l'Iran est une bombe atomique, ça voudrait dire que l'ordre international et que le droit international voleraient en éclats. C'était notre sécurité à tous qui était en jeu. Et c'était notre sécurité internationale. Il faut se rendre compte que lorsque les pays qui sont sunnites, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes. Moi, quand j'ai fait mon livre Regard croisé sur le Proche-Orient en 2012, il disait quoi ? Il disait il faut couper la tête du serpent. Et qui était le serpent ? C'était l'Iran. Je trouve que ce que dit aujourd'hui M. Bompard est quelque chose d'ahurissant. Parce que tout simplement, il faut reprendre le livre de François Hesbourg, Le choix des armes. Qu'est-ce qu'il dit ? 3 scénarios. Si l'Iran a l'arme atomique, c'est effectivement de la déflagration et la dissémination partout de l'arme atomique. C'est-à-dire que demain, des groupes terroristes peuvent l'avoir. Ça veut dire que des pays voudront l'avoir et l'auront parce que l'Égypte regarde. L'Arabie Saoudite demandera et on sera incapable. Et donc cette instabilité que l'on a regardée avec le conflit ukrainien, on a dit on n'intervient pas parce qu'on ne veut pas être co-belligérant parce qu'il y a une puissance nucléaire. Imaginez demain ce qui se passerait avec l'Iran et la Corée du Nord. Je trouve que ce que dit M. Bompard est insensé. Je vous interromps quelques instants. Image qui nous parvient, pas en direct, c'était il y a quelques heures, mais on en parlait ensemble avec vous, David Benaïm. Voilà, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, justement, qui s'est déplacé à Bat Yam. On est au sud de Tel Aviv. Il est là pour constater des dégâts impressionnants. Pas à Bat Yam précisément, on est à 4 victimes, 4 civils décédés, David Benaïm. Image forte. Absolument, c'est une image forte, une image importante. Il ne s'était pas rendu sur les décombres hier ou ailleurs. Et là, où en effet, c'est 4 morts, 2 enfants de 6 et 10 ans qui sont morts. Et on a encore 3 portés disparus qui sont sous les décombres. Et c'est important qu'ils se rendent sur place. Ce n'est pas son habitude. C'est-à-dire que souvent, il reste dans ses bureaux ou même dans un bunker avec... Là c'est important. On l'a vu à plusieurs reprises, de faire des déclarations, des allocutions, hier soir encore. Il y a une démarche politique et il y a aussi rassurer les populations et se rendre compte que le Premier ministre est présent. C'est du classique politique de ce point de vue-là. Mais c'était important qu'ils se rendent sur place et c'était inattendu. On ne pensait pas parce qu'il était à Jérusalem jusqu'à présent dans un bunker avec d'autres chefs d'état-major. Et bon, c'est du classique Netanyahou. On l'a vu plusieurs fois pendant cette campagne militaire. Juste d'un dernier mot, juste intéressant. Vous disiez dans un bunker, ça veut dire que du point de vue des autorités, à 7 heures, il était possible, de manière sécuritaire, de sortir pour le Premier ministre. Absolument. Et ça veut dire que ça a été validé. Et les Israéliens reçoivent une alerte de cette manière-là en disant vous pouvez, entre guillemets, revaquer à vos occupations normales, pas besoin d'être proche des abris de vos maisons, etc. Vous pouvez vivre une vie normale aujourd'hui. Et donc c'est pour ça qu'il peut se rendre sur place.